Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pédagogique qui en fait est le début d'une série sur le modèle ISLM BP ou ISLM EE. Je vais essayer d'être aussi précis mais en même temps aussi synthétique que possible. Je vais viser quatre grands objectifs. Ces quatre grands objectifs, c'est comprendre la construction du modèle, pouvoir calculer le revenu d'équilibre dans le cas général, bien entendu, comprendre les mécanismes d'ajustement quand on a une politique budgétaire ou une politique monétaire, non seulement en calculant les multiplicateurs, mais en sachant bien les interpréter, chacun de leurs paramètres, avec des représentations graphiques en supplément, et être capable de faire quelques comparaisons avec le modèle ISLM en économie fermée. Je vais attaquer avec le plan. Le plan, il nécessite d'abord d'avoir d'excellentes bases sur le modèle ISLM en économie fermée. Donc je vais le reprendre, comme je l'ai dit, et comme le reste, de manière assez synthétique, mais en même temps assez précise, avec pour objectif d'avoir ce qu'il faut pour attaquer ISLM BP, donc se rajouter la condition sur l'extérieur. Ensuite, on abordera en fait l'introduction, ça sera un peu plus qu'une introduction, mais bon, sur ISLM en économie ouverte, on sera, notez-le, toujours dans le cadre de la petite économie nationale ici. Je ne vais pas encore aborder, j'ai pas encore décidé d'aborder les deux pays de même taille. Donc, on va donc commencer par vraiment tout ce qui va être calcul du revenu, d'équilibre, détail donc des nouveautés dans le modèle, bien précisément, bien structuré pour que ce soit clair, parce que c'est pas si simple. Et ensuite, on finira par les politiques de relance dans ce modèle ISLM EE ou ISLM BP, c'est exactement la même chose, hein. Ça veut dire équilibre extérieur ou balance des paiements, c'est la même chose. On attaque On attaque directement avec ISLM en économie fermée. D'abord, je vais faire quelques mises au point. D'abord, on est dans un modèle où on arrive toujours à l'équilibre offre égale demande. Soit, donc c'est initialement, soit s'il y a un déséquilibre, il y aura des ajustements bien précis qui vont permettre le retour à l'équilibre offre égale demande. On va étudier deux grands marchés ici, celui des biens, celui de la monnaie, et ça, ce sera vrai pour les deux marchés. Les prix, ils sont fixes. C'est une hypothèse qu'on va lever dans le modèle ASAD. Mais je tiens à la justifier parce que c'est important de comprendre pourquoi on fait des hypothèses et que c'est pas finalement si idiot d'étudier ce modèle. Donc pourquoi pas le mettre certaines, expliquer un peu l'hypothèse. Donc il y a des coûts d'ajustement des prix, les firmes elles ont des menus costs. Et donc ça c'est surtout donc voilà pour le court terme, hein, bien sûr, on est dans cette optique de court terme, hein, d'accord? Et notamment parce qu'on a aussi les salaires nominaux fixes et on se situe en fait au cours d'une même année, en gros, entre deux négociations salariales. Donc on est dans une optique keynésienne d'une offre exogène, donc sur l'offre et la demande. L'offre, elle va s'ajuster à la demande effective. C'est quoi la demande effective chez Keynes? C'est la demande anticipée par les firmes. On va faire un peu de nomenclature. Z, demande globale. On l'utilisera pas, mais je le dis. Q, quantité produite. Y, revenu global. Pourquoi on écrit toujours Y? Parce que ça, c'est trois approches du PIB. Et l'égalité comptable Y égale Q, elle est toujours vraie. Donc on condense tout en une lettre qui sera Y. Voilà. Et on peut l'appeler revenu global indifféremment ou produit global, peu importe. Et donc on aura Y qui va s'ajuster à la demande globale et c'est elle qui sera au cœur de l'analyse. C'est elle qu'on va analyser tout au long. La différence entre une variable exogène et endogène, on va voir tout le temps ces choses-là, donc c'est hyper important de les comprendre, même après pour essayer d'aller un peu plus loin. Endogène, ça veut dire quoi? Si la variable elle est exogène, pardon, je vais commencer par exogène, je trouve ça plus simple, c'est
de se dire c'est extérieur au circuit économique. Donc ça pourrait subir ce qui se passe dans l'économie, d'accord? Mais ça ne l'influence pas. À moins qu'il y ait une éventuelle intervention externe, mais ce ne va pas en fait bouger entre guillemets automatiquement par donc des mécanismes au sein de l'économie. Par exemple, bah, G dans le modèle, les dépenses publiques, les variations, c'est juste le fait d'une intervention de l'État et pas autre chose. Il y a des variables qui sont endogènes. Ça veut dire quoi une variable endogène? C'est une variable qui est interne au circuit économique. Non seulement elle subit ce qui se passe dedans, mais elle va aussi influencer en retour certaines variables au cœur d'un mécanisme auto-entretenu. Typiquement, au moins une partie de la consommation, bah justement la partie endogène, celle qui influence donc le revenu global, mais qui en dépend aussi. Pourquoi elle l'influence? Parce que c'est une composante du revenu global, avec notamment aussi les dépenses publiques et l'investissement. Mais elle est aussi influencée par ce dernier, tout simplement parce que la consommation, elle est fonction du revenu disponible, Y moins T, Y le revenu moins T les impôts, dans la mesure du petit coefficient C, la propension à consommer. Brièvement, je décris les paramètres et grandeurs utilisés et vraiment très brièvement, pas du tout dans le détail comme OS1, laissons OS1 ce qui est OS1. Je vais utiliser pour essayer de structurer le propos l'idée qu'on est vraiment sur deux marchés, mais qu'on aura quand même cette interdépendance. J'ai mis CFEG, ça fait référence donc à l'équilibre général, hein, cette idée d'interdépendance entre tous les marchés. Là, on en a déjà deux. Donc, G, les dépenses publiques, elles sont exogènes. T, les impôts exogènes. C0, la consommation exogène, c'est-à-dire qui n'est pas expliqué par le modèle, qui ne dépend pas du revenu. I0, c'est l'investissement exogène. Alors, donc, c'est celui qui ne dépend pas de R, hein, c'est celui que le modèle ne sait pas expliquer. C0, I0, moi je considère un peu ça comme une marge d'erreur du modèle. C'est ce que le modèle ne mesure pas dans les variables endogènes. Donc, bon, on met une marge d'erreur, on rajoute ce qu'on ne peut pas vraiment mesurer sous ces étiquettes du coup. Et petit c, c'est la propension à consommer. Globalement, ça veut dire qu'on représente une part du revenu qui est consacrée à la consommation. Donc, c'est strictement compris strictement entre 0 et 1. Et alpha, la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt. Passons au marché de la monnaie. MD sur P, c'est la demande de monnaie. MS sur P, l'offre de monnaie exogène. On dira qu'elle va être fixée très simplement à M sur P. L1, c'est la sensibilité de la demande de monnaie au revenu, donc c'est-à-dire le motif de transaction. Ça mesure la force du motif de transaction de la demande de monnaie pour motif de transaction. L2, ça mesure la force de la demande de monnaie, la sensibilité de la demande de monnaie, cette fois-ci pour motif de spéculation. Dans quelle mesure la demande de monnaie va être influée par le motif de spéculation? Eh bien, c'est L2 qui va le mesurer et on va décrire un petit peu plus précisément tout ça. Sans plus attendre, nous allons passer aux équations. Le revenu global sur le revenu, alors c'est pas le revenu global, mais c'est le revenu global, on va dire, sur le marché des biens. Ce qu'on appellera la condition IS, en fait, c'est donc petit c fois le revenu disponible, donc la propension à consommer, hein, qui mesure la part du revenu disponible, du coup, qu'on va consacrer à la consommation, en fait. Plus C0, donc Y dépend positivement de tout ça, puisque tout ça c'est de la consommation, ça favorise, ça augmente Y, moins alpha R. Pourquoi? Parce que R, le taux d'intérêt, c'est un coût en fait pour l'investissement, c'est le coût de l'investissement. Plus R, le taux d'intérêt est grand, plus finalement ça veut dire que l'investissement coûte cher et que du coup, il va y avoir de moins en moins d'investissements dans ce cas-là rentable et donc l'investissement diminue et comme Y, logiquement, l'investissement en est une composante, eh bien Y diminue si R augmente. Tout ça mesuré par alpha qui mesure donc la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt.
Et I0 plus I0, donc moins alpha R plus I0, tout ça c'est l'investissement au total, endogène, exogène. Et puis G, nos dépenses exogènes, nos dépenses publiques qui sont exogènes et qui permettent aussi d'augmenter le revenu global. La demande de monnaie, c'est donc le motif de transaction est exprimé par L1Y, donc elle dépend positivement du revenu Y dans la mesure du paramètre L1 qui mesure en fait la force de la demande de monnaie pour motif de transaction. Moins L2I, donc j'ai mis I c'est R, pardon. C'est pareil, c'est le taux d'intérêt, ça veut dire la même chose. Parce que quand le taux d'intérêt augmente, certes c'est un coût pour l'investissement et donc ça nuit à Y, on le retrouve dans l'équation pour le marché des biens, l'équation IS, mais c'est aussi finalement une source de revenus pour les ménages qui détiennent des titres, puisque ça leur permet en fait d'avoir une plus d'argent dans le futur. Bon, on a quand même une préférence pour la liquidité, c'est vrai, mais euh, globalement, si le taux d'intérêt augmente, on veut moins de monnaie, on veut plus de titres. Donc, la demande de monnaie dépend négativement du taux d'intérêt. Dans la mesure de L2, tout bêtement, la sensibilité de la demande de monnaie au taux d'intérêt, autrement dit, au motif de spéculation. Avec MS sur P, l'offre de monnaie fixée à M sur P, on l'a déjà dit. Donc d'une part, on exprime la condition IS, c'est quoi? C'est l'équilibre sur le marché des biens. Avec un Y qui fait que offre égale demande donc dessus, représentation graphique, c'est une courbe décroissante dans le plan YR. Autrement dit, ce n'est pas écrit. C'est l'expression qui fait que en fait c'est l'ensemble des couples YR, donc de revenus de taux d'intérêt qui font que le marché des biens est à l'équilibre. Exactement la même chose pour LM, mais cette fois-ci par rapport au marché de la monnaie. Sauf qu'LM, elle va être une courbe croissante. Ça va être une courbe croissante dans le plan YR, ce qui veut dire Y en abscisse le revenu et R en ordonnée le taux d'intérêt. Il y a un troisième point qui va être la synthèse de tout ça, qui va en fait être le revenu d'équilibre macroéconomique, mais d'abord on doit nous remettre en condition et bien définir les conditions IS et LM, non seulement graphiquement, de manière aussi explicative, intuitive, mais aussi avec les équations. Alors, désormais on va donner l'explication rapide des deux relations d'équilibre qu'on a un petit peu présentées formellement. Alors attention, on va faire quelque chose ici qu'on ne fera plus jamais par la suite, c'est qu'on va prendre chaque relation que sont IS et LM, donc c'est-à-dire chaque marché, chaque équation et chaque courbe, comme séparés, exogènes l'un pour l'autre. Attention, c'est juste ici, c'est pour bien expliquer précisément l'allure de chaque courbe représentative, bien expliquer les mécanismes à l'œuvre pour chaque relation, mais par la suite, ce qui sera au cœur de l'analyse, ça sera bien les interdépendances entre les deux relations, entre les marchés, entre les équations, entre les courbes. IS, c'est une courbe qui est décroissante dans le plan YR, autrement dit le plan qui a pour abscisse Y et pour ordonnée R. Nous allons directement expliquer pourquoi. Supposons que le taux d'intérêt augmente, le coût de l'investissement lui aussi augmente. Il y a donc moins d'investissements qui sont rentables et par conséquent, l'investissement diminue. Et comme l'investissement est une composante du revenu global, le revenu global Y diminue. Alors, comme en plus la consommation, elle dépend aussi de Y, eh bien, elle va diminuer. Et comme c'est une composante elle-même de Y diminue encore, ce qui fait encore diminuer la consommation, etc. C'est bien l'effet multiplicateur qui s'ajoute à l'effet qu'on avait au départ. Au total, le revenu global diminue. On a donc une application qui est avec un mécanisme précis, hausse du taux d'intérêt, etc., qui entraîne
baisse du revenu global, d'où donc une explication économique à la décroissance de la courbe IS dans le plan YR. Une décroissance que nous allons pouvoir exprimer de manière mathématique et nous allons même pouvoir aller au-delà de ça et définir la pente de manière générale de la courbe IS. Elle est donnée par le rapport delta R par rapport à delta Y et ce sera toujours la méthode à adopter pour définir la pente d'une courbe, que ce soit donc IS, LM ou plus tard EE, puisque et ce toujours dans le plan YR, puisque quand on est dans le plan YR, quand on va étudier une pente, on se demande comment va varier R quand Y va varier. Sans donner le détail du calcul, delta R par rapport à delta Y nous donne C-1 sur alpha. Alpha est supposé positif, en tout cas non nul, et oui positif ou nul en tout cas, mais là il ne peut pas être nul, il est au dénominateur. Et C-1 est négatif puisque C est notamment strictement inférieur à 1. Globalement, le rapport est négatif, donc on a une pente négative et on a son expression précise. Maintenant, qu'est-ce qui fait bouger IS? C'est toutes les variations de G, T, C0, I0. En voilà une représentation graphique avec, pour exemple, un déplacement de IS en IS' vers la droite, donc, parce qu'il y a eu soit par exemple delta G, une augmentation de G, toutes choses égales par ailleurs, ou alors la même chose mais pour une diminution de T, ou la même chose pour une augmentation de C0 ou de I0. Désormais, nous allons nous intéresser à LM qui, elle, est une courbe croissante dans le plan YR. En effet, supposons une hausse de Y le revenu global, alors on a besoin de faire plus de transactions, donc il y a une hausse de la demande de monnaie pour ce motif de transaction. Donc il y a un excès de demande de monnaie sur le marché de la monnaie, ce qui pousse le taux d'intérêt à la hausse. On voit donc au total, on a l'implication hausse du revenu global entraîne hausse du taux d'intérêt, ce qui justifie de la croissance de la courbe LM dans le plan YR, et ça se retrouve bien mathématiquement quand on se demande ce qu'est sa pente. Pareil, on fait le rapport delta R par rapport à delta Y, on obtient L1 sur L2, donc deux paramètres positifs. Au final, on a une pente qui est positive, une croissance donc dans le plan YR de la courbe LM, et on a son expression, l'expression de cette pente précise qui est L1 sur L2. Ce qui fait bouger LM, et j'aurais dû mettre un grand attention danger, mais je le dis, c'est hyper important, il n'y a qu'une variation de l'offre de monnaie qui peut faire bouger LM, l'offre de monnaie. Il n'y a que s'il y a une politique monétaire, quelle qu'elle soit, qui est menée, il n'y a que dans ce cas que LM bouge. Souvent, on croit, surtout au début, mais parfois il y a des difficultés qui subsistent, on peut croire que LM peut se déplacer quand il y a une politique, par exemple, budgétaire, quand G augmente, par exemple. Non, dans ce cas-là, c'est plutôt des déplacements de IS le long de LM. Mais LM ne bouge que quand il y a M sur P qui varie, quand l'offre de monnaie varie. Donc, on va pouvoir passer au calcul donc, des conditions d'équilibre. On va vouloir les exprimer d'une part, en fait, IS, pour IS, on va vouloir isoler Y et trouver une expression de Y. Et ensuite, on va vouloir trouver une expression de R dans la condition LM en isolant R d'un seul côté de l'équation, de l'expression donc de la condition LM. Pourquoi? Parce que vous verrez que plus tard, on va vouloir calculer le revenu d'équilibre qui fait une synthèse de tout ça, d'équilibre macroéconomique, et qu'on va devoir remplacer R dans Y. Donc, qu'on aura trouvé l'expression de R, de LM, qu'on aura trouvé dans LM. On va la remplacer, on va la mettre dans Y. Donc, comment on va isoler Y? Petit à petit, on va prendre notre temps, on va tout expliquer. D'abord, on va développer C facteur de Y moins T. Ça va nous donner donc, pour cette partie-là,
cy moins ct, d'accord? Ensuite, deuxième étape, pour avoir cy, puisque ça dépend donc de y, pour le mettre avec le y qui est à gauche, on soustrait cy de chaque côté, on retire cy de chaque côté. Donc, on se retrouve avec à gauche y moins cy. À droite, le reste, ça ne change pas. On factorise à gauche donc par y, et au lieu d'avoir y moins cy, on a y facteur de 1 moins c, qui est donc égal, je le dis quand même, à moins ct plus c0 moins alpha r plus i0 plus g. Et enfin, on va multiplier de chaque côté de l'équation par 1 sur 1 moins c, et on va obtenir l'expression de y dans la condition is. Voilà. On peut ensuite passer pour Lm à donc son expression, trouver une expression de R en isolant R. Donc, un point essentiel. Même dans les énoncés, c'est dit comme ça. On dit que la demande de monnaie, c'est ce qu'on avait dit précédemment, L1Y moins L2R, et l'offre de monnaie, elle est fixée à M sur P. Il vient donc que, comme on suppose, bien évidemment, que le marché de la monnaie, il est censé d'ici être à l'équilibre, on doit avoir l'offre de monnaie qui est égale à la demande de monnaie, donc la demande de monnaie qui est égale à M sur P, puisque l'offre de monnaie est fixée à M sur P, et donc finalement, M sur P qui va être égal à L1Y moins L2R. Avec, pour isoler R, on commence dès maintenant. On voit qu'on a M sur P moins L1, M sur P qui est égal à L1Y moins L2R. On va vouloir mettre, donc avoir R d'un seul côté. On va commencer par ajouter moins L1Y de chaque côté, ou autrement dit, de retirer moins L1Y de chaque côté, de retirer L1Y de chaque côté. Pardon, je me suis un peu embrouillé pour rien. On retire L1Y de chaque côté, ou autrement dit, on ajoute moins L1Y de chaque côté. Si bien que comme ça, on se retrouve avec M sur P moins L1Y est égal à moins L2R. On va pouvoir avancer en ce sens. Deuxième étape. Déjà, c'est pas agréable, comme on veut trouver une expression de R, il faut que ce soit, je préfère, il vaut mieux quand même que ce soit à gauche. Ça ne change rien, une égalité, on peut commuter, il n'y a pas de problème. Tant que les quantités restent les mêmes à droite et à gauche, tant qu'on a exactement la même quantité exprimée à droite que celle exprimée à gauche, il n'y a aucun souci, on peut y aller, on peut mettre L2 moins L2Y de l'autre côté. Sauf que là, en plus à cette deuxième étape, on multiplie par moins 1 pour se débarrasser du moins qu'on a devant le moins L2R. Donc on multiplie par moins 1, ce qui veut dire qu'on a L2R, du coup, qui est égal à non pas M sur P moins L1Y, mais L1Y moins M sur P. D'accord ? On a multiplié par moins 1 aussi, non seulement moins L2R, donc qui donne L2R, mais M sur P qui va donner moins M sur P, et moins L1Y, moins par moins plus, donc ça va donner plus L1Y. Et au final, on multiplie par 1 sur L2 de chaque côté, et on obtient une expression de R qu'on a bien isolée, notre taux d'intérêt, qui équilibre le marché de la monnaie. On a donc une expression de Y qui équilibre le marché des biens, c'est-à-dire qui fait en sorte qu'on a offre égale demande sur le marché des biens, une expression de R aussi qui fait qu'on a un équilibre offre égale demande sur le marché de la monnaie. Et nous allons passer au revenu d'équilibre macroéconomique. Attention. On va d'abord, pour ce faire, se demander, mais alors j'ai un peu vendu la peau de l'ours déjà, si je puis dire. Quelles sont les variables communes dans les deux expressions ? Il faut trouver deux variables communes parce que finalement, on veut exprimer sous une grande expression deux choses.
mais il faut bien trouver un point commun entre ces deux choses pour les exprimer de manière globale dans ce revenu d'équilibre global. Les seules variables communes, c'est Y, mais c'est aussi R. D'accord? Et donc, on va pouvoir enfin passer à notre troisième étape qui va être de chercher une expression de Y telle que non seulement on a un équilibre sur le marché des biens, mais aussi on a un équilibre assuré simultanément à celui sur le marché des biens sur le marché de la monnaie. Les deux sont simultanément en équilibre et en fait une expression de Y qui fasse une synthèse de tout cela. Comment on va exprimer cette simultanéité? Il va falloir trouver donc une expression de Y qui combine les deux expressions IS et LM. Et d'où l'intérêt d'exprimer en ce sens, certes, IS avec Y, enfin de donner une expression de IS, une expression de Y du point de vue de IS. Et l'intérêt, du coup, c'est que comme on a donné une expression de R autre dans LM, et qu'on a ce R qui est présent dans IS, on va pouvoir remplacer cette expression de R qu'on a trouvée dans la condition LM, et bien on va pouvoir la remplacer, finalement, la mettre à la place du R qu'on a assez exogène dans IS, d'accord? On a trouvé une expression de R dans LM, on veut exprimer la simultanéité, donc on va prendre l'expression qu'on a trouvée dans LM et on va la mettre dans l'expression IS. Ça va nous donner une synthèse en fait, ça va permettre de faire une synthèse des deux équilibres qu'on a trouvés et avoir Y étoile, donc le revenu d'équilibre macroéconomique. On va pareil faire quelques arrangements comme ce qu'on avait fait précédemment pour IS et pour LM, mais ça va beaucoup ressembler à ce qu'on avait fait pour IS finalement. La seule chose c'est qu'au lieu d'avoir moins alpha R, on va avoir moins alpha facteur de ce qu'on aura trouvé comme expression de R dans LM, d'accord? Donc un tout petit peu plus de trucs à développer, mais globalement on y est assez habitué. Donc voilà. On attaque. Ça fait peur sur le moment, mais je vais détailler absolument chaque étape. Alors, moi je conseille de revenir. Alors, c'est bien, on a trouvé une expression de Y très belle dans Yes, mais là, pour calculer le revenu global, il est quand même mieux de revenir à la seconde étape quand on cherchait de la recherche d'IS, l'expression, pardon, plutôt de la condition IS, et de remplacer à ce moment déjà R par son expression dans LM. Son expression dans LM de R, c'est 1 sur L2, facteur de L1Y moins M sur P. Eh bien, c'est chose faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à déjà développer tout ce qu'on a ajouté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir moins alpha facteur de tout ça, on va tout développer ce qu'il y a donc en facteur. C'est-à-dire qu'on va avoir moins alpha L1 sur L2 fois Y, d'accord, hein, puisqu'on a alpha fois 1 sur L2, qui lui-même est facteur de L1Y, donc ça nous fait alpha L1 sur L2Y, plus, puisqu'on a moins alpha fois 1 sur L2 fois moins M sur P, donc moins par moins plus, et donc pour cette partie là du développement, on aura plus alpha L2 sur fois M sur P. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. J'ai vraiment détaillé le développement. Exactement comme ce qu'on avait fait pour IS, on isole Y pour trouver son expression. Voilà. On retire tout ce qui est facteur de Y, on le met en fait, on retire tout ce qui est facteur de Y à droite, on essaie de faire en sorte que tout soit à gauche. On le fait en ajoutant moins CY et en ajoutant aussi, alors j'ai pas mis facteur de Y, c'est une erreur, c'est en ajoutant aussi à gauche, enfin même de chaque côté, pardon, alpha L1 sur L2, d'accord? Facteur de Y. Donc, de chaque côté, remettez-vous à la deuxième étape, en retirant de chaque côté tout ce qui est
facteur de y en retirant moins cy, hop, à droite, il n'y a plus de cy, mais à gauche, on a y moins cy, ça on l'a déjà fait dans yes. Et en même temps, on fait plus, on ajoute en fait alpha L1 sur L2 facteur de y, donc le moins alpha L1 sur L2 facteur de y à droite disparaît, et par contre à droite, on a plus alpha L1 sur L2 facteur de y. C'est vraiment de la rigueur, c'est important de le comprendre pour bien résoudre ce genre de petites équations, parce que on ne passe pas un truc de l'autre côté, on fait, quand on résout comme ça des équations, on ne passe pas des choses comme ça, comme par magie, en fait, on additionne de chaque côté, on soustrait de chaque côté, ou on multiplie de chaque côté. Voilà, c'est tout, on passe pas, je sais pas quoi. Et je le montre bien à chaque étape. Ça permet vraiment, je pense, à moins d'un petit peu comprendre, surtout si on a du mal avec ces notions. Donc ensuite, on factorise tout ce qui est à gauche par y, comme d'habitude. Ça donne y, au lieu d'avoir y moins cy plus alpha L1 sur L2y, on a y qui est facteur de 1 moins c plus alpha L1 sur L2. Alors oui, on va commencer par la politique budgétaire, mais avant, 2 mots sur l'intérêt de faire ça. Je ne veux pas rentrer dans un grand débat épistémologique, mais globalement, l'idée, c'est d'avoir une représentation simplifiée de la réalité, une simple introduction aux modèles, en fait, qui font dans ce sens, déjà, sans rentrer, encore une fois, dans de grands débats. Pour pouvoir, là, ça sera dans le cas général, mais on peut aussi remplacer les variables par certaines valeurs qu'on observe dans les stats. Pour pouvoir simuler l'impact selon les paramètres déjà, même dans le cadre général, d'une politique conjoncturelle. Donc là, ça va être dans le cadre d'une politique, donc évidemment, un budgétaire ou monétaire. Tout d'abord, la politique budgétaire. On veut voir quel est l'impact d'une variation de G, les dépenses publiques, sur Y. Ça veut dire qu'en fait, on calcule delta Y sur delta G par rapport à delta G. Ça va nous donner petit m un multiplicateur. Et cette expression, c'est équivalent, ça revient à dire que on va en fait avoir delta Y qui va être égal à delta G multiplié par petit m, le multiplicateur, obtenu en faisant delta Y par rapport à delta G. Donc c'est le multiplicateur des dépenses publiques, on l'appelle aussi le multiplicateur budgétaire. Il définit l'efficacité de delta G, donc de l'impulsion budgétaire ou de la politique budgétaire dans l'autre sens restrictive. On va se concentrer sur une relance budgétaire. On va faire que des relances en fait. Plus la variation de Y elle va être forte suite à grand delta G, donc finalement plus M est grand et en fait plus delta Y est fort au final. Tout ça pour dire quoi, cette suite d'implications? Ça veut dire qu'en fait, si on relance d'un même montant delta G supérieur à 0, si on augmente les dépenses publiques exactement du même montant, ça aura un plus grand impact au final sur l'augmentation de Y si le multiplicateur budgétaire est d'autant plus grand. Donc finalement, le petit multiplicateur budgétaire, le petit m, il va définir l'efficacité de la politique budgétaire. Évidemment, je le précise, quand même, on est toutes choses égales par ailleurs. Ça veut dire que rien ne bouge à part les dépenses publiques. C'est ce qu'on suppose, d'accord? On va le calculer, ce multiplicateur, et on va en interpréter chacun des paramètres du résultat qu'on aura obtenu, et on va voir en fait pour quelle valeur de ceci la politique budgétaire elle est pleinement efficace, ou au contraire, pour quelle valeur de ces paramètres elle n'est pas du tout efficace. On obtient ce résultat, grand delta Y par rapport à grand delta G, ça donne donc en fait 1 sur 1 moins C plus alpha L1 sur L2. Je vais donner tout de suite le détail du calcul.
Donc, le détail du calcul, d'abord, enfin, de la méthode, hein. Première étape, ne voyez surtout pas tout ce qui est au numérateur, en fait, divisé par un certain dénominateur qui serait 1 moins C plus alpha L1 sur L2. Il faut voir tout ce qui est donc à droite là complètement. Il faut voir ça comme un rapport 1 sur 1 moins C plus alpha L1 sur L2 qui multiplie tout ce qu'il y a, qui est facteur de tout ce qui est dans la parenthèse. Et ça va être extrêmement important pour la suite, c'est toujours la démarche à suivre. Toujours. On va dériver par rapport à la variable g. Si on dérive que par rapport à g, ça veut dire que tout le reste, il est supposé constant. Or, on sait que quand on dérive une constante, elle devient nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est dans la parenthèse devient nul, mis à part g, puisqu'on dérive par rapport à g. D'accord? Ça représente le toute chose égale par ailleurs. Le reste ne bouge pas. Il n'y a que g qui va varier. Donc dans le contenu de la parenthèse, la seule chose qui va rester, c'est g. D'accord? Le reste devient nul. Avec quoi on se retrouve avec tout ça? Avec tout ça, on va se retrouver, on va devoir dériver une constante k par une variable g. Autrement dit, une dérivée k d'un produit k, une constante, fois x, une variable, d'accord? Et la dérivée de ça, c'est la constante k. La seule chose, c'est que ici, k, c'est une constante qui vaut 1 sur 1 moins c plus alpha L1 sur L2, et que on n'a pas x comme variable, mais g. Donc en fait, on a g, on dérive au final g fois 1 sur 1 moins c plus alpha L1 sur L2. J'ai la variable. Le quotient que j'ai décrit, c'est la constante. Le résultat, c'est la constante. D'où grand delta y par rapport à grand delta g qui donne 1 sur 1 moins c plus alpha L1 sur L2. On va étudier l'efficacité. D'abord, on va décrire les mécanismes en prose. D'accord? Ça va nous permettre en fait de faire non seulement donc de les décrire comme ça, d'interpréter en fait chaque paramètre et ensuite on pourra représenter graphiquement tout ça. D'abord, du côté de IS. Du côté de IS, on a une augmentation donc du revenu global directement. Pourquoi? Parce que G c'est une composante de Y. Donc si G augmente de 1, Y déjà augmente de 1. Et en plus, on va avoir un effet multiplicateur. Parce que en effet, Y augmente grâce à l'augmentation de G, mais en même temps, comme c'est la consommation, on suppose qu'elle est en partie endogène, c'est-à-dire qu'en partie elle dépend de Y, eh bien la hausse de Y, ça va provoquer une augmentation de la consommation. Mais ça va se faire dans la mesure d'un paramètre, dans la mesure de C, la propension à consommer. D'accord? Comprise entre 0 et 1. Donc plus C sera grand, plus l'effet multiplicateur sera grand. Parce que plus à chaque fois la consommation à la suite de l'augmentation de Y va augmenter. D'accord? Et plus finalement l'augmentation des dépenses publiques sera efficace de ce point de vue-là. Alors, je précise quand même, donc Y augmente suite à l'augmentation de G, donc la consommation augmente dans la proportion de C, plus C, d'autant plus que C est grand, petit c est grand. Donc finalement aussi, comme Y, c'est une composante de Y, et bien Y en retour augmente encore. Et comme Y, C dépend de Y, C augmente encore, etc. etc. C'est l'effet multiplicateur qui se retrouve très bien dans ce chaînon d'enchaînement de mécanismes. Mais comme on a une augmentation du revenu, eh bien on a besoin de faire plus de transactions. D'accord? Ce qui suppose qu'on ait plus de monnaie pour les faire, ces transactions. Par conséquent, la demande de monnaie pour motif de transaction augmente. Et ce, dans la mesure d'un simple paramètre, L1. L1, c'est la sensibilité de la demande de monnaie au revenu.
Donc il y a un excès de demande de monnaie. Cet excès de demande de monnaie, ça pousse R, le taux d'intérêt, à la hausse, et ce dans la mesure du paramètre L2. L2, c'est la sensibilité de la demande de monnaie au taux d'intérêt. On a donc eu un effet sur IS. L'effet sur IS a une implication sur LM, c'est-à-dire sur le marché de la monnaie, et ce qui se passe sur le marché de la monnaie va rétroagir sur le marché des biens. Il y a une rétroaction sur le marché des biens. En effet, l'augmentation du taux d'intérêt entraîne une diminution de l'investissement, puisque, on l'a dit quand on a présenté brièvement les paramètres, le taux d'intérêt, c'est du coup, donc c'est vrai que ça peut être une source de spéculation, mais c'est aussi un coût, puisque ça représente le coût d'endettement pour investir. Donc si le taux d'intérêt augmente, finalement, dans la mesure de alpha, la sensibilité de l'investissement à ce taux d'intérêt, eh bien l'investissement va diminuer, donc en retour finalement Y diminue. Et donc on voit qu'il y a un effet retour négatif, un effet rétroactif qui est négatif sur Y. Et là, ce d'autant plus que alpha est grand, d'accord ? Parce que si, dans ce cas-là, plus alpha est grand, plus l'impact négatif sur l'investissement est fort, et finalement, plus le revenu va diminuer suite à l'augmentation du taux d'intérêt. Au total, oui, on a une augmentation du revenu, mais d'autant moins que l'effet d'éviction va être grand. Et donc, il est important, et on le verra, de comprendre que si ça bloque sur un des paramètres de l'effet d'éviction, L1, L2, alpha, il y a peu ou pas, ou alors très peu, ça dépend des valeurs des paramètres, d'effet d'éviction. On l'étudiera juste après. Donc, cet effet d'éviction, petit résumé, c'est quoi? C'est que il y a le revenu global qui augmente. Ça, c'est chez IS au tout début. Ça, c'est sur le marché des biens. OK. Mais du coup, il y a une hausse du taux d'intérêt avec les paramètres impliqués qui sont très importants. Il faut le retenir. Ça a été dit. Et donc, au final, il y a une rétroaction de ce qui se passe sur le marché des biens sur IS, donc sur le marché de la monnaie, pardon, sur le marché des biens, une rétroaction sur le marché des biens, avec une diminution de l'investissement et une diminution du produit global, du revenu global. D'accord, je redis la même chose en gros dans le petit encadré. Au final, on va voir que IS et LM certes se coupent à un équilibre qui correspond non seulement du coup, c'est vrai, à un Y plus important qu'avant suite à la relance budgétaire, mais aussi à un taux d'intérêt plus élevé, puisqu'on a cet effet d'éviction. Ça, c'est la partie qui se passe sur le marché de la monnaie. Mais la relance est altérée par la hausse du taux d'intérêt. Et on va introduire une représentation graphique pour illustrer tout ceci. D'accord ? Et je dis bien, cet effet n'existe pas, ou alors il est très très faible, si soit LM n'est pas prise en compte, c'est-à-dire si on prend en compte que le marché donc des biens, ou alors si on a L1 qui est nul, L2 donc qui est très fort, ou si on a alpha qui est nul. Donc ça s'affiche pas du tout comme je veux. IS et LM vont se couper en un équilibre qui correspond à un taux d'intérêt R qui va être plus élevé, Y plus élevé, je l'ai dit. Comment on mesure l'effet d'éviction? On le mesure en faisant la différence entre deux choses. Entre Y après relance si on a bien l'effet d'éviction, et Y après relance sans effet d'éviction. Donc là, comme si, on va faire dans ce cas-là, comme si LM ne comptait pas, comme si on ne prenait en compte que IS, comme si le taux d'intérêt était exogène et donc restait à sa valeur initiale, d'accord, puisqu'il n'y a pas de variation du coût du taux d'intérêt et d'effet rétroactif sur le marché des biens. On a la représentation graphique. On passe de l'équilibre E1 qui correspond au revenu global Y1 au niveau Y1.
On passe à E2 avec certes un revenu global Y2 qui est plus élevé que dans la situation d'équilibre initial avec Y1, mais on a quand même un effet d'éviction. Et on le voit, regardez bien le petit E sans effet d'éviction, donc autrement dit, si on ne prenait pas en compte LM, on serait en E, le E qui est mis en gras tout à droite, et donc on serait en niveau de taux d'intérêt constant, et on serait à un niveau de Y plus élevé, voilà, qu'avec la relance, en prenant en compte le marché de la monnaie. On peut le traduire graphiquement, on le voit parce que qu'est-ce qui permet de le traduire graphiquement? C'est le fait que IS, en fait, certes, ça se déplace vers la droite, mais le long de LM, le long de la courbe LM. Ça qu'il faut retenir, ça se déplace le long de la courbe LM. Ça qui permet de représenter graphiquement l'effet d'éviction. S'il n'y a pas de LM, on reste en R1 et taux d'intérêt R1, il ne bouge pas et la politique budgétaire, elle est pleinement efficace, il n'y a pas d'effet d'éviction. Dans quel cas cet effet n'existe pas ou alors est très faible? Soit quand L1 est nul, soit quand L2 tend vers plus l'infini. Ça, c'est le premier cas, c'est s'il y a un blocage sur le marché de la monnaie. Dans ce cas, on a LM horizontal dans le plan YR, parce que la variation de Y, ça entraîne presque pas de variation du taux d'intérêt, donc du coup, même si un effet rétroactif, il est quasiment sans importance en fait, puisque le taux d'intérêt n'aura presque pas varié. En effet, si L1 est très faible, il y a peu d'excès de demande de monnaie suite à la hausse, à cause du motif de transaction suite à la hausse du revenu. Du coup, il y a une faible hausse en fait du taux d'intérêt, donc un faible effet d'éviction. Si L2 est très très fort, ou en tout cas déjà très fort, on va dire, à la limite, s'il tend vers plus l'infini, ce L2, s'il est vraiment extrêmement grand, alors la demande de monnaie, elle est très sensible au taux d'intérêt. Or, la demande de monnaie, on a vu qu'elle s'écrivait MD sur P est égal à L1Y moins L2R. Ce qui veut dire que même si on avait eu un L1 qui permettait d'avoir un excès de demande de monnaie pour motif de transaction, en fait c'est biaisé, c'est contrecarré par ce L2 dont la demande de monnaie dépend positivement, d'accord? Elle va être très sensible en fait au taux d'intérêt, et donc en fait ça veut dire qu'en fait du coup il n'y aura presque pas d'excès de demande de monnaie à cause du motif donc de transaction, d'accord? Ça diminue, c'est très mal dit, mais globalement ça diminue la hausse de demande de monnaie. Ça contrecarre la hausse de demande de monnaie. Il n'y en a presque pas, ou alors vraiment, vraiment très très peu. Donc cette hausse de demande de monnaie, je redis, qui est induite par la hausse de Y, puisque ça provoque une hausse de la demande de monnaie pour motif de transaction. Donc la hausse du taux d'intérêt est moindre, l'éviction est moindre. Voilà ce que ça donne graphiquement. Ça donne la même chose que dans le cas où on ne prend pas en compte LM, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe globalement ce qui va se passer sur le marché de la monnaie, puisque de toute façon, les paramètres en fait seront tels que on aura le taux d'intérêt qui va jamais ou presque jamais bouger suite à une variation de Y. Et en fait, c'est très bien représenté là, puisque regardez, c'est vraiment, et je conseille de reprendre la séance pédagogique sur la dérivée. En fait, quand Y varie, là ça donne quoi dans ce plan, les courbes? Ça donne qu'est-ce qui se passe sur R quand Y varie globalement? Et là il se passe rien en fait. Quand Y varie, R ne bouge pas. Donc s'il est au niveau initial, supposons R1 par exemple, le taux d'intérêt, et que on passe à un autre équilibre, il va rester en R1, on peut l'appeler R2, mais ça va être toujours au même niveau, ça va être R2 égale R1, d'accord? Et là, la politique budgétaire, pleinement efficace, pas d'effet d'éviction. J'ai mis delta R égale 0, le taux d'intérêt bouge pas, ça peut être à peu près égal à 0, hein. Donc voilà.
La variation positive delta R supérieure à 0 de R est bloquée, entre guillemets, in fine, la rétroaction sur le marché des biens, bah, elle est quasi nulle. Elle a lieu, mais elle est quasi nulle. Mais elle peut aussi ne pas avoir lieu. Donc chacune de... Alors attention, hein, il suffit que ça bloque avec un seul paramètre et il n'y a pas d'effet d'éviction. On peut avoir tout en même temps, hein, et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais il suffit qu'il y ait un paramètre sur lequel ça bloque et en fait il n'y a pas d'effet d'éviction. On le voit très bien là. Chacun suffit en fait à chaque étape. On voit bien qu'en fait, bah, si ça bloque à un endroit, là, c'est dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation du taux d'intérêt. Là, c'est si en fait l'investissement au final n'est pas sensible du tout aux variations du taux d'intérêt, même si le taux d'intérêt augmente drastiquement, augmente énormément, fortement. Peu importe, puisque l'investissement il sera insensible, donc au final l'investissement ne va pas diminuer si tu as la hausse du taux d'intérêt. Pas du tout, notamment dans le cas où la sensibilité alpha est égale à 0. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de diminution induite sur l'investissement, donc pas de diminution induite sur Y, pas d'effet d'éviction. Et voilà ce que ça donne. Donc dans ce cas-là, IS est vertical, c'est-à-dire que quel que soit, autrement dit, et ça se dit comme ça, quel que soit n'importe lequel qu'on puisse prendre des taux d'intérêt, peu importe son niveau, le revenu d'équilibre est donné seulement par la condition IS, d'accord? Donc en fait, on peut réécrire le revenu d'équilibre comme la première condition IS qu'on avait trouvée, mais en retirant le moins alpha R, puisque alpha est égal à 0. Donc voilà, et peu importe hein, dans ce cas-là, hein, qu'on ait LM qui soit... alors on peut avoir la totale, on peut avoir le combo, on peut avoir non seulement les paramètres sur le marché de la monnaie qui font qu'LM est horizontale et que IS est vertical, mais ça ne change rien si IS est vertical, d'accord? Mais puisqu'on voit très bien que même si LM est croissante sur une forme assez classique, donc de type 1, j'ai noté de type 1, on passe quand même de Y1 à Y2 strictement supérieur à Y1 avec une politique budgétaire qui en fait dans ce cas encore est pleinement efficace. Donc voilà, on en a terminé sur la politique budgétaire et son efficacité. On a tout étudié, équations, paramètres, interprétation, représentation graphique avec les différents cas possibles. Nous allons passer à la politique monétaire. Et donc, nous en sommes désormais à la politique monétaire. On va procéder de manière analogue à ce qu'on a fait pour la politique budgétaire. Je redéfinis de la même manière ce qui se passe en fait quand on dévalue une politique monétaire. On commence par calculer le multiplicateur, cette fois-ci non pas budgétaire, mais le multiplicateur monétaire. C'est-à-dire qu'on calcule l'impact d'une variation de l'offre de monnaie sur le revenu. Donc voici l'écriture formelle. Donc vous avez delta Y par rapport à delta M sur P qui donne petit m. Et donc l'impact final delta Y est mesuré par la relance monétaire multipliée par le petit multiplicateur. Voilà, on obtient le multiplicateur monétaire, plus delta Y par rapport à delta M sur P est grand, plus le multiplicateur est grand. Et puis plus ce multiplicateur est grand, plus on voit que à relance monétaire de même valeur, le delta Y, la variation du revenu, sera d'autant plus forte. On va donc pouvoir calculer dans le détail ce multiplicateur monétaire, puis l'interpréter pour définir les valeurs des paramètres pour lesquels la politique monétaire est pleinement efficace. Ça fait un peu peur, il faut pas avoir peur. On va détailler tout ça tranquillement, d'accord? Donc, l'encadrer tout à droite, c'est intéressant de le lire. Donc, vous voyez que on obtient un multiplicateur qui est en fait insatisfaisant.
avec au numérateur A sur L2 et au dénominateur 1 moins C plus alpha L1 sur L2. Pourquoi ce multiplicateur est-il imparfait? Est-il insatisfaisant? En fait, la forme de départ, elle laisse une ambiguïté sur alpha et L2. Pourquoi? Parce que chacun doit non seulement être très grand et aussi très petit. C'est ce que nous dit en fait ce multiplicateur. Donc c'est pas intéressant, on peut même pas vraiment en tirer quelque chose. L'intérêt de calculer le multiplicateur, c'est de pouvoir en tirer quelque chose et que ce soit corrélé avec ce qu'on va interpréter économiquement. D'accord? Donc on va quand même vouloir transformer un peu l'expression de manière assez simple, vous allez voir, pour lever une ambiguïté. Alors, pas de suspense, on va réussir à lever l'ambiguïté sur L2, mais pas celle sur alpha. Ce qui n'est pas grave, parce que on la lèvera en interprétant de manière précise chacun des paramètres du multiplicateur monétaire. Nous allons décrire le processus. Alors, déjà, l'idée, ça va être que on veut avoir une fraction sur une fraction. Parce que quand on a une fraction sur une fraction, on peut multiplier celle qui est au-dessus par l'inverse de celle qui est en dessous, au dénominateur. Mais on n'a pas tout à fait une fraction au dénominateur, donc faut qu'on en ait une déjà. D'accord? Comment on fait pour en avoir une? Regardez, nous avons au tout départ au dénominateur 1 moins c plus alpha L1 sur L2. Ça ne nous arrange pas du tout. Donc en fait, on va vouloir trouver une fraction. Bon, on va tout simplement multiplier 1 moins c par L2 pour mettre tout sur L2 et obtenir une fraction. On obtient L2 facteur de 1 moins c plus alpha L1, tout ça sur L2. On a bien nos deux fractions, on peut d'ores et déjà multiplier le numérateur qui est alpha sur L2, on le multiplie par on le multiplie par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire par L2 sur L2 facteur de 1 moins c plus alpha L1. Donc, nous obtenons ça, et en fait, directement, on va voir que on a L2 en fait qui se simplifie, puisque regardez, nous avons L2 en facteur en bas et L2 en haut. Hop, il ne reste qu'un seul L2, dont on n'a plus l'ambiguïté. Alors, on va non seulement montrer qu'on a bien levé l'ambiguïté sur L2, mais mettre quand même en avant celle qui semble avoir sur alpha. Donc on va se demander, mais dans ce multiplicateur, avant toute interprétation, juste en interprétant mathématiquement cette fraction, alpha sur L2 facteur de 1 moins c plus alpha L1, on va déjà se demander, mais finalement, quelles doivent être les valeurs du paramètre pour que ce multiplicateur soit vraiment le plus efficace possible. Donc, le numérateur, pour qu'un nombre soit grand, le numérateur, pour une fraction, doit être le plus grand possible. Donc, déjà, alpha, donc je parle bien, hein, on a notre résultat final, c'est l'encadré vert. Alpha doit être grand, puisqu'il est au numérateur. Il doit être le plus grand possible. D'autre part, le dénominateur, il doit être petit. En effet, pour une même quantité, si on la divise par un nombre qui est plus petit, le résultat devient plus grand. En effet, prenez 3, en le divisant par 2, on obtient un nombre plus grand qu'en le divisant par 4. Ce n'est pas une démonstration, mais c'est un exemple qui permet de rendre la chose plus intuitive. On a divisé par 4 le même nombre, on a divisé par 2 et par 4 le même nombre. Le nombre obtenu est supérieur si on le divise par 2, qui est plus petit que 4. D'accord ?
Donc pour que le nombre soit le plus grand possible, il faut que le dénominateur soit le plus petit possible. Pas juste que le numérateur soit le plus grand possible. Et par conséquent, 1 moins c doit être petit. 1 moins c doit être petit, ça veut dire que finalement, c doit être grand. D'accord? Si 1 moins c est petit, ça veut dire que c'est le plus grand possible. L2 il doit être petit. Et alpha multiplié par L1 doit être petit. Et donc nous avons une ambiguïté sur alpha qui en fait en même temps doit être grand. Donc c'est-à-dire qu'en fait on doit avoir à la fois au numérateur alpha petit, mais en même alpha grand pardon au numérateur, mais en même temps alpha petit couplé à L1 au dénominateur. Et donc on va tout expliquer et on va notamment aussi lever cette ambiguïté qui est présente sur alpha dans ce résultat. Donc, nous allons désormais nous intéresser au mécanisme présent lors d'une expansion monétaire, c'est-à-dire... Donc, voici une représentation graphique assez classique, banale, sans rentrer dans plus de détails selon les valeurs différentes des paramètres d'une relance monétaire sur le revenu global. Donc on a bien une diminution du taux d'intérêt et une augmentation du revenu global. Voilà, c'est la courbe donc LM qui se déplace vers la droite pour obtenir un niveau de taux d'intérêt R2 plus bas que le niveau initial de taux d'intérêt qui était R1 et un revenu global d'équilibre qui a un niveau Y2 supérieur strictement au niveau Y1 précédent. Au final, voilà, je dis exactement la même chose. Petite conclusion sur les paramètres ici. Alors, finalement, l'effet sur Y, il est d'autant moins fort que IS tend à être vertical, c'est-à-dire, on l'a déjà dit, IS vertical, ça veut dire que alpha tend vers 0. Parce que ça illustre du coup le fait que le revenu global est pas du tout influencé, ou presque pas, par la position de LM. Autrement dit, même si on a une variation du taux d'intérêt ici qui est négative, ça n'a pas d'effet retour, ça n'a pas d'effet sur le marché des biens, sur IS. Donc, dans ce cadre-là, si alpha est presque nul, ça ne sert à rien de mener une politique monétaire. Parce que oui, on va faire diminuer le taux d'intérêt si le paramètre L2 le permet, mais il n'y aura pas d'effet en fait sur le marché des biens et seule l'équation IS, c'est la même chose que dans le cadre d'une politique budgétaire qui, elle, dans ce cas, est au contraire pleinement efficace parce qu'il n'y a pas d'effet d'éviction. Dans ce cas-là, le revenu global est uniquement déterminé par la courbe IS, la courbe LM n'importe pas. Alors, parallèlement, cet effet, en fait, il est d'autant moins fort, en fait, aussi que LM tend à être horizontal. Et là, du coup, on a déjà évoqué pour quelle valeur des paramètres ça peut être le cas. Donc, ça veut dire que c'est dans le cas où le taux d'intérêt R ne varie pas ou varie très très peu suite à une augmentation de l'offre de monnaie. C'est-à-dire que l'excès d'offre de monnaie ne va presque pas avoir d'impact sur le taux d'intérêt. Et ça se traduit par le fait en fait que L2 est très grand, c'est-à-dire que la demande de monnaie est très sensible au taux d'intérêt. Là, ce n'est pas efficace dans ce cas-là. Si L2 est très grand, on a en fait la courbe LM qui tend à être très horizontale, ce qui fait que au final, il n'y a presque pas de variation du taux d'intérêt suite à l'excès d'offre de monnaie qui va être provoqué par la hausse de l'offre de monnaie. En effet, voici donc l'équation du taux d'intérêt, voilà, sur le marché de la monnaie.
le taux d'intérêt d'équilibre qui équilibre le marché de la monnaie, qui fait que l'offre est égale à la demande sur le marché de la monnaie. Donc c'est R qui est égal à 1 sur L2, facteur de L1Y moins M sur P. Et on voit bien qu'en fait, si L2 tend vers plus l'infini, bah du coup, en fait, le rapport 1 sur L2 tend vers 0, d'accord? Ce qui fait qu'au final, en fait, on peut faire varier l'offre de monnaie, ça n'aura pas d'impact sur le taux d'intérêt, puisqu'on aura en fait 0 ou presque 0 en facteur. D'accord? On voit bien qu'on a moins M sur P. Au final, quand on développe, on a L1 sur L2 Y moins 1 sur L2 fois M sur P. On voit bien que si on augmente M sur P, donc dans la mesure de 1 sur L2, ça fait diminuer le taux d'intérêt, mais d'autant moins que L2 est grand. Donc il ne faut pas que L2 soit trop grand, sinon là ce n'est pas qu'il n'y a pas de transmission sur donc le marché des biens de la baisse du taux d'intérêt, c'est que carrément la baisse du taux d'intérêt n'a pas ou n'a presque pas lieu. On va pouvoir conclure sur les valeurs de tous les paramètres dans le cadre de n'importe quelle politique conjoncturelle dans le modèle et terminer avec cette première partie sur ISLM en économie fermée. Voici un tableau récapitulatif des valeurs que doivent avoir les paramètres chacun pour que la politique budgétaire ait une efficacité maximale et pour que la politique monétaire soit aussi d'une efficacité optimale. Donc, au lieu de prendre les politiques les unes après les autres comme on l'a déjà fait, pour changer la gymnastique intellectuelle, on va essayer de prendre, d'interpréter, de donner les valeurs qui doivent maximiser en fait les multiplicateurs budgétaires et monétaires séparément. On va faire paramètre par paramètre. Donc on va lire le tableau en commençant par la gauche. Petit c, pour commencer, c'est la propension à consommer. On sait que plus petit c est fort, plus l'effet multiplicateur est fort. Il a lieu cet effet multiplicateur parce que c, c'est une composante de y et que en même temps, c dépend aussi de y. Donc il doit être fort dans tous les cas. Alpha, c'est la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt. Globalement, alpha doit être faible dans le cadre d'une politique budgétaire pour qu'elle soit efficace et il doit être fort pour que la politique monétaire soit efficace. En effet, pendant l'effet d'éviction, c'est lui qui permet, cet alpha, la rétroaction sur le marché des biens quand on a une hausse du taux d'intérêt. C'est lui qui va déterminer l'impact en fait de la variation du taux d'intérêt sur l'investissement. Plus alpha sera grand, plus la variation du taux d'intérêt aura une grosse influence sur l'investissement, donc sur le revenu. Ça, c'est plutôt bien dans le cadre d'une politique monétaire, parce que ça permet de transmettre la baisse du taux d'intérêt sur le marché des biens, mais c'est plutôt mauvais dans le cadre d'une relance budgétaire, parce que ça favorise la rétroaction sur le marché des biens, donc de la hausse du taux d'intérêt, et donc au final, ça diminue l'investissement et le revenu. L1, troisièmement, c'est la sensibilité de la demande de monnaie au revenu. Globalement, elle doit être faible dans tous les cas. C'est juste que dans le cadre de la politique monétaire, il doit être faible couplé à alpha. C'est le couple, enfin pas le couple, mais le produit alpha L1 qui doit être faible. Donc c'est pour ça que j'ai dit globalement, alpha doit être fort dans le cadre d'une politique monétaire, mais attention, en fait le produit alpha L1 doit être faible, en tout cas le plus petit possible. Ça a déjà été évoqué précédemment. Donc plus L1 est fort en effet, plus l'excès de demande de monnaie qui va avoir lieu en fait pour motif de transaction va être fort. Je refais le mécanisme. Le revenu augmente, le revenu global. Ça veut dire qu'il y a plus de transactions à effectuer, il y a plus de demandes, il y a plus de transactions qu'il faut effectuer. Pour effectuer ces transactions, il faut donc plus de monnaie et donc il y a plus de demandes de monnaie.
Et l'excès de demande de monnaie provoque une hausse du taux d'intérêt qui va en fait se répercuter négativement sur l'investissement. L'investissement va en effet diminuer suite à la hausse de R et au final Y va diminuer. D'accord? L1, qu'est-ce que ça paramètre? Ça paramètre le fait qu'on demande plus de monnaie si le revenu augmente. Plus L1 est fort, plus en fait, suite à une hausse de Y, l'excès de demande de monnaie pour motif de transaction sera fort. On voit bien que dans les deux cas, il n'est pas très très efficace pour le multiplicateur, donc pour la relance, qu'elle soit budgétaire ou monétaire, que L1 soit fort. Donc L1 doit être plutôt faible. Enfin, L2, c'est la sensibilité de la demande de monnaie au taux d'intérêt. Elle doit être forte dans le cadre d'une politique budgétaire, mais faible, la plus faible possible dans le cadre d'une politique monétaire. En effet, si le paramètre L2 est fort, il y a donc l'effet d'éviction qui, dans le cadre d'une politique budgétaire, qui est faible. Plus L2 est fort, moins l'effet d'éviction a lieu, ça a été déjà décrit précédemment. C'est juste une conclusion. En revanche, si L2 est faible, l'excès d'offre de monnaie, qui est provoqué par une hausse toute chose égale par ailleurs de l'offre de monnaie, ça va permettre d'impacter plus fortement le taux d'intérêt. Dans le cadre d'une politique monétaire d'expansion, ça va permettre de le diminuer en fait plus fortement, avec les mécanismes qu'on connaît sur l'investissement en passant par alpha, qui va permettre de stimuler cet investissement et finalement de stimuler le revenu global. Attention, donc L2, ça permet en fait donc bien, après la hausse de l'offre de monnaie, toute chose égale par ailleurs, d'impacter plus fortement le taux d'intérêt pour qu'il diminue plus fortement. Le reste dépendant donc du paramètre en fait alpha, qui va permettre de mesurer la transmission de la diminution du taux d'intérêt sur le marché des biens. Donc voilà pour la conclusion sur les paramètres. La prochaine vidéo, elle sera consacrée à ISLM en économie ouverte, ISLM EE, pour toujours la petite économie nationale. On sera dans le cadre de la petite économie nationale. On verra ce que cela implique, bien sûr. Donc voilà, bon, je donne pas plus de détails, on verra ça la prochaine fois. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, surtout, il ne faut pas hésiter. On est là pour y répondre. En tout cas, surtout, comme d'habitude, et c'est évident, avant toute chose, une excellente santé, la meilleure possible pour chacun d'entre vous, pour vos proches, c'est le plus important. Tout ceci reste évidemment secondaire. En tout cas, un très grand merci d'avoir écouté cette vidéo et surtout, avant tout, j'espère qu'elle sera vraiment utile. À bientôt!